Donc bonjour, merci à la cantine du coup de m'accueillir. Donc aujourd'hui, moi je m'appelle Sébastien Maury, je suis designer UX UI et je vais vous parler des tests utilisateurs. Ou plutôt des tests d'utilisabilité, parce que déjà les appeler comme ça permet aux personnes qui viennent faire un test, par exemple de se sentir moins dans un contrôle sur table et plus justement à tester l'interface plutôt que leurs compétences à tester l'interface. L'idée là, c'est pas d'aller faire une analyse extrêmement poussée du test utilisateur, c'est plutôt une introduction pour vous donner des petites clés assez faciles pour pouvoir comprendre comment vous pouvez aller tester des interfaces. Déjà, qu'est-ce que c'est un test utilisateur ou un test d'utilisabilité? C'est une méthode qui permet d'évaluer un produit en le faisant tester par des utilisateurs. Ça peut être quelque chose d'assez compliqué au début. C'est une étape qui n'est pas simple parce que quand on démarre son produit, qu'on a dépensé du temps ou de l'argent, qu'on commence à s'attacher à ce qu'on a fait, ça peut être compliqué d'aller voir des utilisateurs en sachant qu'on aura peut-être des retours négatifs, ce qui est complètement normal, ce qui s'entend. Mais ne pas le faire du coup, c'est potentiellement, ça peut être fatal pour une jeune entreprise, parce que si on commence à dépenser des mois de développement pour arriver à un produit et qu'au final le produit ne rencontre pas du tout son public et qu'on n'a plus de ressources pour pivoter, finalement ça peut être très compliqué de se relever. Du coup, ce test, c'est cette démarche qui consiste à aller voir des utilisateurs. On peut aller voir ces utilisateurs à peu près à chaque moment du projet en fait. L'important là-dedans, c'est d'avoir quelque chose à leur montrer. Ça peut être des rectangles dessinés sur un coin de feuille, ça peut être des wireframes un peu plus construits, ça peut être quelque chose qui correspond vraiment visuellement au produit fini ou voire même un produit complètement développé. Ce qui est important justement, c'est d'avoir quelque chose à leur montrer. Si vous allez voir des utilisateurs simplement en essayant de leur expliquer le concept, finalement vous allez vous retrouver à avoir une image mentale de votre projet, essayer de le communiquer, faire en sorte que la personne l'entende et se construise une image mentale et derrière essaye de vous faire des retours là-dessus. Donc on voit que sur le chemin il peut y avoir 1000 manières que ça foire. Et concrètement, la personne elle va juste valider ce qu'elle a dans la tête et pas du tout ce que vous êtes en train de lui raconter. Donc le fait d'avoir des interfaces sur papier, sur écran, quelque chose, ça permet de se mettre d'accord visuellement sur de quoi on parle et du coup d'avoir des retours qui vont vraiment être pertinents par rapport à ce qu'on veut avoir. Plutôt que des retours positifs, on va plutôt aller chercher les retours négatifs. Alors certes, le positif, ça va permettre de valider des concepts, des éléments de navigation, etc. Mais le négatif, c'est vraiment ce qui va faire notre matière première pour travailler derrière. C'est-à-dire que chaque retour négatif que va nous donner un utilisateur ou une utilisatrice, concrètement, ça va être un axe d'amélioration derrière pour travailler. Et la meilleure nouvelle là-dedans, c'est que concrètement, les utilisateurs et les utilisatrices qui vous donnent des mauvais retours, ils seront capables derrière de vous donner la solution. Parce que concrètement, quand on va aller voir les personnes qui vont tester notre interface, on va aller chercher des personnes qui vivent les problématiques que veut résoudre notre produit. Et donc, elles sont expertes elles-mêmes de leur quotidien, donc en fait, elles les connaissent les réponses. Nous, on est juste là pour les mettre derrière sur le produit. Donc un petit tip là-dessus, assez facile, c'est de demander des retours sur les éléments spécifiques. C'est-à-dire que demander un retour sur l'impression générale, concrètement, si la personne a besoin de validation sociale, elle va vous dire oui, c'est bien. Si elle ne vous aime pas, elle va vous dire non. Mais elle va plus être dans la relation avec vous que vraiment sur le produit. Allez demander, est-ce que cet élément-là, tu le trouves intéressant? Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Et justement, continuer à demander pourquoi. Essayer d'aller fouiller ces réponses. Et derrière bonjour. Et derrière de demander des solutions par rapport à ce qui la perturbe. Qui c'est qui doit être dans un user test? Alors déjà dans l'équipe des encadrants, il y a la personne qui va faire la passation du test, donc en général c'est un designer UX ou un UX researcher.
Ce qui peut être intéressant, c'est aussi qu'il y ait un porteur de projet, parce que c'est toujours plus facile derrière de négocier des axes d'amélioration quand le porteur du projet a vu vraiment la réaction qu'il y avait auprès du public. En faisant toujours attention évidemment de jamais être trop nombreux par rapport au nombre de personnes qu'on accueille. C'est-à-dire que si on est 5 pour 2 utilisateurs ou utilisatrices, bah ça va plutôt créer un sentiment de malaise qu'autre chose. Et ça va être contre-productif parce que l'idée c'est plutôt qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent OK pour exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Donc un petit tip là-dessus, c'est d'être le plus silencieux possible. L'idée, c'est pas de parler et d'expliquer pourquoi on a fait ça et comment ça marche et d'expliquer qu'ils ont mal compris en venant voir. Quand ils vont faire des retours, il faut vraiment les écouter en fait. Et vraiment, si vous commencez à expliquer votre concept parce que vous avez l'impression qu'ils ont mal compris, et ben en fait vous allez juste biaiser tout le reste du test parce que derrière ils vont pas vous faire part de leur ressenti, ils vont juste vous réciter ce que vous venez de leur dire. Donc comment on va aller chercher ces retours? On va utiliser des outils qui sont empruntés à la sociologie en fait. C'est ce qu'on fait de toute façon dans le design UX en général. Là, je peux vous parler de 2 façons de faire en face à face. Il y en a plein. Il y a l'entretien individuel et le focus group. L'entretien individuel, ça va servir à recueillir des ressentis en fait de la personne. Quand la personne en face de nous, on est soit seul avec elle, soit une personne qui s'occupe de la passation et une personne qui s'occupe de prendre des notes. Et en fait, ça va permettre d'aller explorer vraiment beaucoup plus profondément le ressenti, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions quand j'utilise une application. Par exemple, si on est sur une application de rencontre et qu'on veut savoir un peu comment ça se passe, la rencontre, l'avant, le pendant, comment on choisit, qu'est-ce qui se passe après, etc. Ça va être peut-être plus simple d'aller chercher ces éléments-là quand on est seul avec la personne que quand on est en groupe. Le focus group, ce qui va être intéressant, c'est que ça va créer de la discussion, ça va créer du débat. Et donc on va se rendre compte aussi de qu'est-ce qui fonctionne socialement, qu'est-ce qui est accepté, acceptable. Et du coup, au niveau aussi de l'organisation, par exemple, si on est sur une application de lien entre différentes personnes, bah, de comprendre comment vont se passer ces liens et comment chaque personne va penser et comment ils vont pouvoir trouver des liens en fait et comment on va pouvoir justement construire l'application derrière par rapport à ça. Ouais, évidemment, il y a plein d'autres choses. On peut parler de l'eye tracking, c'est des choses qui sont plus qualitatives. Mais là, si on est sur le présentiel, entretien individuel et focus group, c'est les principaux. Au niveau du support, le support, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire un peu sur le moment. En fait, c'est des supports qui doivent être adaptés aux objectifs du test, évidemment. Si jamais vous devez si jamais votre objectif c'est plutôt de comprendre combien de personnes trouvent cette fonctionnalité intéressante, finalement on peut faire un formulaire avec oui/non, avec des zones de commentaires et puis ça peut suffire. Si jamais on veut comprendre le cheminement du parcours et où est-ce qu'il y a des blocages, bah, peut-être une grille avec différentes tâches à effectuer et pouvoir noter à chaque étape qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal, ça va être intéressant. Et le petit tip du coup là ce serait de poser des questions ouvertes. C'est-à-dire que demander à une personne est-ce que ça c'est bien, oui, non, c'est bien mais ça ne va pas nous aider à grand chose. Ce qui va être intéressant c'est de comprendre son cheminement intellectuel quand elle nous parle pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle arrive à justement cette réponse de oui c'est intéressant ou non c'est pas intéressant. On revient à la question du quand est-ce qu'on fait un test utilisateur. En fait, dans un projet numérique, en tout cas en tant que designer, nous, on voit 2 vies pour le projet. Il y a la phase de on part de zéro et on conçoit le produit. Et une fois qu'il est lancé,
il y a une phase d'amélioration continue. C'est-à-dire que dans la première partie, on va évidemment faire une phase exploratoire, on va essayer de comprendre les besoins. On va aller faire du test déjà pour valider ou infirmer des concepts qui ont été construits, même construits avec les utilisateurs. Hein. Ça n'empêche pas qu'il puisse derrière y avoir des erreurs. Je vais vous en parler juste derrière d'ailleurs. Et donc une fois que le produit est lancé, il va y avoir aussi plein d'itérations pour faire en sorte d'une part d'améliorer ce qui a été lancé, parce qu'il y a forcément des erreurs, ensuite d'intégrer des nouvelles fonctionnalités qu'on avait déjà imaginées, et puis aussi d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, ou alors de modifier les fonctionnalités, parce que les usages vont aussi évoluer avec l'évolution du temps. Donc le petit tip, c'est de proposer aux testeurs et testeuses d'être mis au courant des évolutions du projet, parce que ça peut les intéresser et qu'en plus ça va leur permettre de valoriser leur démarche. C'est potentiellement des futurs ambassadeurs du produit, du coup c'est important de garder un lien et qu'ils puissent suivre un peu ce qui se fait derrière. Potentiellement ils reviendront pour un test, potentiellement ils en parleront à des amis. Et donc là, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait, moi, justement, dans l'entreprise Emotique, qui s'appelle Volontaires de l'information. Donc c'est un projet avec la SNCF. Et donc moi, je suis arrivé à un moment où il y avait déjà eu toute cette phase de conception qui est la première partie. On était prêt à lancer. Et il y a eu une phase de test où j'ai préparé, du coup, une grille de tâches pour un petit groupe, on a organisé ça sous forme de groupe, en laissant quand même un peu la place à des petits moments individuels pour discuter, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas du tout et qui convenaient pas du tout aux personnes qui étaient présentes. Même si, concrètement, toute la phase de conception s'est faite avec des utilisateurs et que c'est des utilisateurs qui ont décidé comment devait se passer l'interface. Ça a permis d'arriver en fait à quelque chose comme ça, où du coup en fait cette interface-là, qui était une interface de matching. L'idée c'est les volontaires de l'information, c'est des personnes de la SNCF qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas en gare, qui viennent s'inscrire pour des sessions quand il y a trop de monde en gare, par exemple pour les grands départs ou pour les grèves, pour donner des informations aux voyageurs. Donc c'était le personnel de la SNCF, nos utilisateurs. Et ils avaient essayé de faire cette interface de matching pour chaque session pour dire là il y a une session où il y a un grand départ par exemple, ou de 8h à 9h, là il y a beaucoup de monde en gare, donc là moi je vais m'inscrire sur celle-là. Donc je dis je m'inscris. Ou alors celle-là, je swipe à gauche, je m'inscris pas. Et rapidement, en fait, au niveau du test, on a eu quelque chose d'assez homogène dans les résultats, où on s'est rendu compte que ça bloquait énormément parce que ça correspondait pas du tout à leur manière de penser l'inscription, où en fait, ils préféraient largement avoir un calendrier pour voir toutes les dates et pouvoir parcourir toutes les sessions avant de s'inscrire. Donc du coup, ça a permis de voir tous les éléments, de les retravailler, de réassembler des choses, de revoir la navigation, et notamment cet élément-là. Donc pour résumer un peu, l'idée c'est confronter des utilisateurs et des utilisatrices confronter un produit à ses utilisateurs et ses utilisatrices, ça va permettre de se rendre compte de ce qui ne va pas, de chercher des axes d'amélioration. L'idée, c'est toujours d'aller chercher l'expertise des personnes qui sont concernées, parce que c'est pour eux et pour elles qu'on va construire notre produit. Avec quelque chose à leur montrer, avec n'importe quel support qui soit adapté à l'objectif que vous voulez atteindre dans cette session. C'est toujours bien de définir l'objectif pour savoir où on va. Et du coup, voilà, de rester proche de ses utilisateurs et de ses utilisatrices un peu tout le temps, en fait, tout au long du projet, pour faire en sorte de pas partir trop loin des besoins. Et de rester proche de son public.
Bah, c'est à partir du moment où vous considérez que c'est significatif en fait. S'il y a une personne qui dit ça et que tous les autres disent que c'est bien, peut-être que c'est pas la peine. S'ils sont 200 à dire ça sur 300, évidemment. Si j'en ai qu'un avis sur 100 utilisateurs, est-ce que c'est révélateur? Est-ce que c'est... Pas forcément. Après, ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est de noter ces retours-là et de justement faire potentiellement un focus group ou faire des tests spécifiques sur cet élément-là pour aller fouiller ça et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cet avis en fait. Parce que dire c'est pas bien ou c'est bien, enfin, ça cache potentiellement des choses derrière et c'est ça qu'on va aller fouiller dans un test utilisateur. Alors on dit qu'en général, si on parle en termes d'entretien par exemple, voir 5 personnes, ça peut suffire à voir 80% des problèmes d'une interface. Dans un ratio d'efficacité et de quand même travailler la majorité des problèmes, c'est ça que... Donc potentiellement, une session de test avec 5 personnes dans une demi-journée, c'est suffisant. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un produit où il y a peut-être moins de fonctionnalités, mais où ces fonctionnalités sont vraiment adaptées et vont permettre de répondre concrètement aux besoins des personnes. Et c'est vrai que souvent, il y a ces envies d'avoir des trucs démesurés avec 1000 fonctionnalités, mais où on va faire passer à la trappe effectivement les user tests parce qu'on veut passer plus de temps sur le développement. J'ai pas particulièrement d'anecdotes positives là-dessus, parce qu'effectivement ça arrive régulièrement. Mais je pense que c'est avec beaucoup de pédagogie et de discussion avec les clients. Les clients avec qui on travaille depuis longtemps et qui nous connaissent, bah, ils ont compris que c'était intéressant et que c'était pertinent, que ça amenait des choses. Je pense que ça demande de l'amener petit à petit en fait, ce truc-là, et en faisant bien comprendre les intérêts aux clients. Ça peut être un peu long. Alors moi pour le coup j'ai travaillé surtout avec des entreprises et des produits internes. Donc pour avoir des utilisateurs et utilisatrices, c'est des employés en fait. Donc c'est assez simple de les avoir puisque c'est leur supérieur qui se charge de les récupérer. J'ai pas trop de tips là-dessus, mais j'imagine que justement, par rapport à ce que je disais, l'idée de garder les personnes au courant des évolutions, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on va se forger au fur et à mesure une petite communauté de personnes qui suivent le produit et du coup, ça va être beaucoup plus simple derrière de recruter des personnes qui correspondent vraiment au panel utilisateur-utilisatrice. Bah, je vais tenter... Si tu peux nous préciser un peu. Je vais tenter de répondre, mais en gros, de ce que je comprends, c'est l'équipe de développement qui est composée de toutes ces personnes-là, comment on fait passer les tests. Concrètement, c'est plutôt moi qui m'occupe des tests utilisateurs. Après, moi, justement, je vais m'occuper de faire une synthèse derrière de comment je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, quels ont été les résultats globalement et qu'est-ce que moi j'en déduis. Ça, c'est vraiment ma slide de synthèse derrière pour dire, après tout ce que je vous ai montré, en gros, il y a ça qui me semble intéressant à virer, ou ça qu'on doit déplacer à cet endroit-là, ou ça qu'il faut modifier complètement. Et donc du coup, en fait, le rapport avec toute l'équipe, il se passe plutôt après les entretiens que pendant.